Donc, avant de rentrer un peu sur cette notion de mapping observationnel, qui sera le premier chapitre sur lequel on va travailler, je voulais juste vous montrer un petit peu la structuration type de ce qu'on va trouver quand on développe une application back-end. On va d'abord souvent chercher à travailler sur la modélisation de tous les concepts métiers qu'on va manipuler. Donc imaginons que je cherche à développer une API qui manipule des étudiants avec des étudiants qui ont à chaque fois une adresse avec plusieurs étudiants qui peuvent être à la même adresse. Ça, c'est mon modèle métier. C'est les concepts que je vais souhaiter manipuler et c'est très souvent ce que je vais retrouver aussi comme structuration de la base. Très souvent, ce que je vais avoir aussi dans des frameworks, du fait après, c'est ce qu'on appelle un pattern DAO, c'est-à-dire des classes des classes utilitaires qui vont me permettre de regrouper des méthodes qui me permettent de faire des recherches sur ces données qui souvent doivent être stockées en base de données. Puis, je vais avoir des services de plus haut niveau qui vont me permettre de davantage correspondre à mes services métiers. Et ces services de plus haut niveau vont globalement passer par les différentes DAO disponibles si elles ont besoin de récupérer des données en base de données. Sans que ce soit totalement obligatoire, très souvent, on ne va pas retourner vers le côté API directement une structure qui est identique à la structure de la base de données. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le flux que je sais renvoyer en tant qu'API, c'est que si on me demande de récupérer tous les étudiants, le flux que je souhaite retourner, c'est un flux qui contient pour chaque étudiant un nom, un passport number, un login, un postal code, un city, etc. Où j'ai mergé un certain nombre de choses. Si je veux récupérer un étudiant par son nom, etc., c'est pareil, je vais récupérer une structure de données qui est la structure de données qui correspond à mon API web que je souhaite retourner. Et très souvent, elles ne correspondent pas nécessairement exactement à la structure qui va être ma structure en base de données. Donc souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un pattern DTO. Vous inquiétez pas, on y reviendra. Cette partie-là, c'est pour monter un peu cette structure. Et puis, on va avoir des classes qui vont nous permettre de convertir simplement un objet métier vers une DTO et une DTO vers un objet métier pour passer comme ça entre les couches. Et puis, je vais avoir souvent un dernier package qui va me permettre de proposer l'API que je vais souhaiter offrir indépendant du langage de programmation vers mes différents clients qui vont consommer cette API. Donc ça, c'est une structuration classique et évidemment, ce qu'on va souhaiter avoir, c'est des frameworks qui vont nous permettre globalement dans le code de respecter exactement cette structuration conceptuelle de haut niveau qu'on aime avoir en s'abstrayant au maximum des problématiques techniques. Donc, par exemple, le framework de mapping relationnel, son but, ça va être de pouvoir faire en sorte que si j'ai un ensemble de classes écrites comme des classes Java, PHP, Node.js, de pouvoir les mapper vers une structure de base de données relationnelle, histoire que si j'ai un objet en mémoire instance de la classe adresse, je puisse faire save, et quand je déclenche ce save, ça aille faire comme un grand l'insert dans la base de données. Même chose à différents niveaux, et en particulier sur cette partie API REST, de la même façon, on va souhaiter simplifier le développement et pouvoir, à partir d'une fonction, d'une méthode là dans une classe Java, décider que cette méthode va correspondre à telle API web offerte sur tel endpoint HTTP, sur telle URL, etc., etc. Donc ça, c'est la structure classique qu'on va retrouver. Donc je vous la montre un peu dans du code. Donc ça, c'est vous inquiétez pas pour le code là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est ce qu'on va retrouver ici. On va retrouver une partie de notre package REST dans lequel on retrouve nos services annotés d'une certaine façon pour déclarer nos endpoints à ce niveau-là. On voit qu'il utilise bien la classe de service. On va retrouver notre classe de service qui, elle, globalement, vient faire des requêtes dans la base de données. Et puis, cette partie repository, c'est la partie DAO qu'on a dialogué avant pour sauver des choses en base de données, faire des recherches en base de données, etc. Et puis convertir ma structure métier vers mes DTO et inversement. Je vais retrouver très généralement la définition de mes DTO, qui sont des bêtes classes Java toutes simples, mes DAO, qui
sont globalement une manière abstraite de déclarer les différents services que je souhaite offrir. Donc là, c'est avec du Spring Data, on verra ça à la fin, c'est pas très grave, mais c'est vraiment pour montrer cette structuration. Et puis mon modèle métier, dans lequel là aussi, bah, j'ai la structuration de mes concepts métiers et des associations entre ces concepts métiers. L'intérêt d'avoir une structuration comme ça, et on retrouvera ça quels que soient les projets, c'est que ça nous donne une structuration assez lisible, qui est commune dans beaucoup de projets. Je retrouve mon modèle métier, les DAO qui permettent de déclarer toutes les méthodes, et je peux avoir évidemment plusieurs DAO qui me permettent de faire des requêtes sur ma base de données, les DTO qui correspondent aux structures de données que je souhaite rendre accessibles au travers de mes API externes, ma couche de service qui encapsule vraiment mes services métiers indépendants de comment je les expose, et puis très souvent ma partie reste où je vais venir APIfier cette partie-là. Et ce que je souhaite avoir en tant que développeur, c'est des abstractions qui vont me permettre de simplifier les développements d'une telle structure. Donc tout ce qu'on va voir ensemble, c'est comprendre cette structuration, pourquoi on l'utilise, et quelles abstractions sont fournies par les frameworks pour me permettre de développer ce type de service de manière extrêmement efficace. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai fait ça? Je vais me retrouver avec une partie où je peux déclencher, donc je peux lancer mon projet avec Maven. Mon projet ici, c'est pas très important, il démarre. Une fois qu'il a démarré, il se connecte à la base de données, etc. Et puis, je vais retrouver mes API, où globalement, quand je fais cette requête HTTP, ça va dialoguer avec mon endpoint HTTP, qui va dialoguer avec mon service, qui va dialoguer avec ma DAO, qui va déclencher une requête en base de données, qui va récupérer des données, les mettre dans la structuration objet de mes objets métiers, les passer au service. Mes services vont les transformer en DTO. Mes DTO vont être serialisés en fichier JSON. Tout ça en ayant écrit relativement peu de code de l'autre côté. Donc, ce qu'on va bien voir dans ce cours, c'est d'abord de comprendre comment je fais toute cette partie mapping opérationnel qu'on retrouve ici, comment je travaille, c'est quoi les problématiques qu'on a, les problématiques de performance, etc., etc. Puis comprendre toute cette notion d'APIfication, comment je fais une API REST, quelles sont les problématiques de serialisation, etc., etc. Et puis, après, aller voir un framework comme Spring qui est utilisé là, qui va me permettre de gérer de l'injection de dépendance, qui va me permettre d'avoir une surcouche pour faire des DAO simplement, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à comprendre et à co-construire ensemble. Donc, j'ai démarré un peu par la structuration du résultat pour que on puisse après refaire des liens avec ce petit exemple que je vous ai montré. Donc, si je reviens sur le diagramme de classe, on va donc bien voir la structuration d'un projet back-end où on a une abstraction des concepts métiers qu'on va manipuler, des classes de DAO, parce que très souvent ces concepts métiers vont avoir des instances qui sont stockées sur un format de stockage, que ce soit des bases de données relationnelles, des bases de données objets, des bases de données NoSQL ou autres, mais très souvent j'ai un outil qui va me permettre de travailler là-dessus, et donc de faire des recherches à haut niveau sur ma base de données, puis je vais concevoir mes services métiers qui vont venir faire des recherches en base de données, convertir les objets pour être proche de la structure que je veux renvoyer en service, etc. Et puis, je vais APIfier proprement. Ce qui fait que très souvent, vous allez voir que les méthodes qu'on va retrouver sur la partie API REST sont très proches de ceux qu'on va retrouver sur la partie service métier. Donc, de temps en temps, ce qu'on fera sur des projets qui vont évoluer un peu moins, on va supprimer une étape, en disant directement mes ressources. En fait, mes annotations de ressources, je viens les poser sur mes services, etc. Donc cette structuration-là, on ne la suit pas, tout ce pattern un peu de structuration du back-end, il n'est pas toujours suivi à la lettre. De temps en temps, on va merger les concepts, tout ce qui est service REST et puis service métier, en mettant ça dans la même classe. De temps en temps, on n'a pas besoin de DTO, parce que les concepts métiers, c'est eux qu'on souhaite, c'est cette structure-là qu'on souhaite directement retourner en API. Dans ce cas-là, on n'a pas de mapper, etc. Mais c'est globalement un pattern assez classique qu'on va retrouver un peu partout. Donc, nous allons commencer maintenant avec la première partie qui est comprendre quelles sont les problématiques liées au mapping opérationnel et comment on gère cette problématique-là avec des frameworks techniques comme par exemple JPA.